Mesdames, Messieurs les députés, depuis le mardi 8 septembre, nos forces aériennes survolent donc la Syrie. Il s'agit d'abord et avant tout d'une campagne de renseignement, grâce à des vols de reconnaissance. Plusieurs missions ont d'ores et déjà été réalisées, et cette campagne durera le temps qu'il faudra, plusieurs semaines certainement. Pleine autonomie d'action, car le Président de la République l'a encore dit hier, des frappes seront nécessaires. Et nous choisirons seuls les objectifs à frapper. Mais bien sûr, il est hors de question que par ces frappes, nous contribuions à renforcer le régime de Bachar al-Assad. Le Président de la République a donc répondu de manière très claire. Toute intervention terrestre, c'est-à-dire toute intervention au sol de notre part ou occidentale, serait inconséquente et réaliste. Aucun de nos partenaires ne l'envisage d'ailleurs. Mais si une coalition de pays de la région se formait pour aller libérer la Syrie de la tyrannie de Daesh, alors ces pays auraient le soutien de la France. Donc, si on reprend les choses depuis le début et qu'on essaye d'avoir une vision générale du Moyen-Orient et de la Syrie en particulier, plusieurs éléments. Récemment, le général Wesley Clark, qui était commandant en chef de l'OTAN à la fin des années 90, a déclaré sur CNN que Daesh avait été créé par la CIA et le Mossad dans le but de combattre le Hezbollah. Premier élément. Deuxième élément, alors ce qu'on va on trouve sur Internet, sur des sites de think tanks américains, des cartes de remodelage du Moyen-Orient. Donc, lui, il redécoupe tout, le Kurdistan est autonome, la Syrie réduite à peau de chagrin, l'Arabie Saoudite découpée, enfin, ils font ça à l'américaine, c'est-à-dire de façon ethnique, un découpage ethnique et religieux. Ça, c'est le deuxième point. Donc, il y a une volonté générale des États-Unis de remodeler le Moyen-Orient à leur façon. Pour cela, il leur faut détruire des entités stables comme des États-nations. Ils l'ont fait avec l'Irak déjà, ils l'ont fait avec la Libye, ils veulent le faire avec la Syrie. Ça, c'est le contexte général. Et Daesh est l'instrument pour ça, est un instrument pour ça. Donc, financé par les Américains, par le Qatar et l'Arabie Saoudite, entraîné et formé et armé par les États-Unis, la France, l'Angleterre. Et là, voilà que la Russie Poutine annonce qu'il va déployer des troupes en Syrie pour combattre Daesh, avec l'appui de l'Iran. Mais sauf que là, c'est vraiment pour combattre Daesh. Donc on est dans ce jeu où la Russie s'invite dans la partie avec l'intention de combattre Daesh, mais vraiment de combattre Daesh. Pour l'instant, ce qu'on a fait, les frappes des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, jusqu'à présent, contre Daesh, n'ont pas réellement été contre Daesh. C'était une couverture, en quelque sorte. L'objectif, c'est de déstabiliser Assad, de faire partir. Pourquoi ? Parce que le véritable ennemi des États-Unis, c'est tout État libre. Un État qui est libre, qui peut décider lui-même de sa propre politique, est par définition l'ennemi des États-Unis. Les États-Unis aspirent à l'hégémonie mondiale, c'est-à-dire à ramener tous les peuples en esclavage et tous les États à leur vote. Donc tout État qui est libre, en particulier qui n'a pas de dette. Bon, la dette est un instrument de la soumission des peuples. Donc un État qui n'a pas de dette, qui peut décider lui-même de sa politique étrangère, est par définition, par construction, un ennemi des États-Unis. C'était le cas de la Libye, c'était le cas de l'Irak, c'est le cas de l'Iran, c'est le cas de la Syrie, c'est le cas de la Russie, etc. Donc voilà la vraie situation. Alors maintenant, les déclarations de Manuel Valls, effectivement, tendent à tirer vers la schizophrénie, mais c'est bien normal. C'est la situation qui est comme ça. Il annonce qu'il va combattre Daesh, qu'il va envoyer l'aviation française bombarder Daesh, alors que les vrais objectifs ne sont pas ceux-là.
et que dans le même temps, la Russie, elle s'engage pour réellement combattre Daesh. Donc on est dans cette situation, ce qui explique les déclarations un peu dans le pur style de la novlangue, quoi. Et Manuel Valls notamment déclarait que bon, pour lui, il fallait bien sûr faire des frappes en Syrie, mais sans bien sûr renforcer Assad. Est-ce que tu penses qu'une sortie de crise sans Assad est possible? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Assad et la réalité du terrain, c'est que Assad est soutenu par sa population. Parce que les Syriens se rendent bien compte que ce qui leur arrive, ce n'est pas Assad qui massacre son peuple, comme le disent nos propagandistes patentés. Non, les Syriens savent bien qu'ils sont attaqués de l'extérieur. Ils ont observé ce qui s'est passé en Libye. Ils ont vu ce qui s'est passé en Irak, donc il n'y avait pas besoin de leur faire un dessin. Et l'ensemble, la très très grande majorité du peuple syrien soutient Assad. Même les gens qui sont dans l'opposition politique. Parce qu'ils sentent bien que c'est une question de survie de leur pays. Donc une sortie de crise ne pourra pas se faire sans Assad, c'est clair. Et à partir du moment où la Russie est entrée dans la danse, ça ne se fera pas sans Assad, de toute façon. D'ailleurs, le président Poutine l'a déclaré de façon très, très, très claire. Et Manuel Valls apparemment ne veut pas faire d'intervention terrestre. Bon, je pense que tu seras pas. La France ne peut pas se le permettre de toute façon. Ouais. Est-ce que, par contre, il a déclaré que si les forces régionales intervenaient, ils auraient le plein appui de la France. Donc je suppose que par force régionale, il doit entendre le Qatar et l'Arabie Saoudite, sûrement. Probablement, oui. Est-ce que là aussi, tu ne trouves pas qu'il y a un aspect un peu schizophrénique à vouloir appuyer ce type d'intervention alors qu'on sait parfaitement qu'ils jouent un double jeu? Bon, enfin, là c'est pas vraiment de la schizophrénie, c'est la politique française actuelle qui copine avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Cela dit, la France participe quand même au sol avec des agents secrets probablement, enfin des forces spéciales, on n'en parle pas, mais il y a vraisemblablement, je ne dis pas de façon certaine, mais vraisemblablement déjà des forces spéciales au sol, probablement du côté de Daesh d'ailleurs. Et en plus, ça rejoint un peu l'activité en ce moment sur les migrants. C'est vrai qu'on voit beaucoup de pauvres réfugiés qui arrivent pour fuir la guerre. On voit les populations, notamment françaises, qui regardent ça et sont un peu dans l'émotion. Est-ce que tu sens qu'il y a au sein de la population française un regard assez critique? Est-ce que tu penses qu'ils s'intéressent aux causes au lieu de cet afflux de réfugiés? Ou est-ce que justement cette surmédiatisation de la question des réfugiés est là pour masquer un petit peu les réelles causes du conflit? Il est clair que les médias présentent des informations pour faire en sorte que les gens se détournent des choses importantes. Ces réfugiés, c'est nous qui les avons créés. Si nous n'avions pas bombardé la Libye, les Libyens seraient restés chez eux, ils seraient très contents de rester chez eux. C'était le peuple qui avait le niveau de vie le plus élevé de tout le Maghreb Machrek avant que nous allions leur apporter la démocratie par bombardement aérien. La Syrie, c'est pareil. Donc, à l'évidence, si les gens veulent se poser des questions, ils peuvent remonter aux causes. Il y a quand même une évidence. On va bombarder un pays et 2 ans après, les gens fuient leur pays pour venir chez nous. Bon, si on ne fait pas de rapport de cause à effet, c'est qu'on est un peu au cul. Mais cela dit, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je ne suis pas dans la tête des gens. Je ne connais pas le niveau moyen de conscience et de réflexion autonome de la population. Il est certain que les médias jouent leur jeu, à savoir faire vibrer la corde émotionnelle pour diminuer la capacité de réflexion. On gonfle l'hémisphère droit du cerveau pour annihiler l'hémisphère gauche du cerveau. C'est à peu près ça. Et voilà, je vais interroger ta casquette d'expert en aviation, parce que je rappelle que tu as écrit un livre sur la stratégie en matière d'attaque aérienne. Est-ce que pour toi, des frappes ciblées comme veut le faire la France ont un intérêt stratégique? Si oui, lequel? Est-ce que tu penses que ça aurait vraiment une influence, si on rentre dans leur optique, hein, est-ce que tu penses que ça aurait vraiment une influence sur l'influence et la propagation de Daesh dans la région?
Alors, si on fait des choses, encore une fois, des frappes, ça peut être très efficace, des frappes aériennes. Si elles sont reliées à un plan stratégique qui lui-même est soutenu par une volonté politique claire. Ce qui se passe ici, c'est que ce n'est pas clair du tout. La France va bombarder, mais va bombarder quoi? S'il y a vraiment une volonté de détruire Daesh ou de combattre Daesh, là oui, c'est possible. Un bon plan de renseignement, des frappes ciblées, ça peut être très très efficace. En revanche, la question centrale, c'est que veut-on bombarder? À partir du moment où on sait que Daesh est l'instrument des Américains pour remodeler le Moyen-Orient et pour combattre le Hezbollah, que la France agit sur ordre américain, que va-t-on bombarder? C'est ça la question. Mais des bombardements peuvent être très efficaces s'ils sont bien menés, s'ils sont menés de façon intelligente et relativement à un objectif politique clair. Or, le problème, justement, c'est que l'objectif politique n'est pas clair. C'est qu'il n'est pas clair présenté. Bon, dans leur tête, il doit être relativement clair. Tu penses que c'est un prétexte, dans la vie, pour. Je pense qu'il y a un prétexte. Est-ce qu'ils veulent contrer l'action russe sur le terrain? Je ne sais pas. Tout est très imbriqué. Les Russes, Daesh, les Occidentaux, tout est très très imbriqué. Donc, et la situation n'est pas claire, encore une fois. Puisque bon, les Russes, eux, sont clairs. Ils disent on va combattre Daesh. Parce qu'ils sont menacés par l'islamisme, par le terrorisme islamique sur la frontière sud. Donc ils veulent, eux, ils sont très clairs. Mais le jeu des Occidentaux, lui, n'est pas clair du tout. Enfin, on connaît les fins des Américains, mais la façon d'y arriver, quoi bombarder. Et est-ce qu'il est justement, parce qu'en plus, quand on voit le contexte économique de la France, je sais pas le prix d'une bombe, je sais pas le prix d'un raid aérien. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais est-ce qu'on n'aurait quand même pas plus d'intérêt, si on voulait vraiment sortir par le haut, est-ce normalement, pour toi, une solution ne serait pas plutôt de laisser les manivres à Assad, d'aider Assad, bien sûr, d'engager l'armée en direct? C'est une évidence. Si la France était libre de disposer elle-même de sa propre politique, ce n'est pas le cas. Nous sommes les petits toutous des Américains dans cette affaire. Donc on peut toujours dire oui, ce serait mieux de faire ça, sauf que nous n'avons pas la main. Les décisions sont prises à Washington et nous sommes des supplétifs dans cette affaire. On voit quand même qu'il y a eu un revirement, parce que la France ne voulait pas du tout, était quand même vraiment anti-Assad. On sent quand même comment dire, qu'on évolue entre guillemets dans ce jeu-là. Il y a une prudence. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque où Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, déclarait « Cet homme ne mérite pas de vivre sur Terre », ou quelque chose comme ça, d'être sur Terre. Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Je crois que même Ribbentrop l'avait posé dire une chose pareille à propos d'un chef d'État étranger. Enfin bon. Donc on n'est plus à cette époque-là. Les Russes sont entrés dans le jeu. Il y a une balance qui se fait entre l'Ouest et l'Est qui fait que nos hommes politiques sont un peu plus prudents parce que j'imagine que dans les scénarios qu'on leur présente sur l'évolution du monde, on doit leur en présenter un qui est que les États-Unis perdent de leur puissance et que la Russie et la Chine montent en puissance et rééquilibrent les puissances sur la planète. Et donc, du coup, ça les incite peut-être à être un peu plus prudents dans leur déclaration. Et alors, bon, pour terminer sur cette question, alors j'avais vu là, il y a, on va dire une semaine, c'est un quotidien libanais qui avait sorti cette information. J'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus, comme quoi Poutine négocierait avec l'Arabie Saoudite un départ un peu anticipé de Assad. Est-ce que tu penses que cette information est crédible? Il ne faut pas lui accorder du crédit du tout.
Je ne suis pas certain que ce soit crédible. Poutine ménage toutes les cartes, se ménage toutes les cartes. Bon, c'est un juriste hein, de formation et il est intransigeant, très ferme sur le respect du droit international et sur la négociation. Et il privilégie toujours la négociation à l'aventure militaire, l'aventure armée. Donc, en tout cas dans sa confrontation avec l'Occident. Et donc, oui, qu'il y ait des relations, qu'il maintienne ses relations diplomatiques avec tous les pays concernés par l'affaire syrienne, c'est une évidence. Ce qui peut se dire, négocier un départ d'Assad avec l'Arabie Saoudite, intuitivement, ça ne me semble pas très crédible. Intuitivement, hein. Maintenant je ne suis pas dans le... Ça ne me semble pas très crédible. Bon, merci beaucoup Régis. Et pour terminer, juste un petit avis, là on a vu que une dernière news est sortie récemment, comme quoi le prochain FAMAS, le prochain fusil d'assaut de l'armée française, la DGA a sélectionné un pool de candidats, aucun français. Qu'est-ce que penses-tu de ça? Surtout si on rapproche avec le passage de la loi Macron et le rapprochement qui est en train d'être fait entre Nexter et KMW. Pour créer une sorte de géant européen de l'armement terrestre, une sorte d'Airbus de l'armement terrestre. Quel avis ça te donne sur l'état de l'armée française? Bon, bah, si on a observé la façon dont l'industrie aérospatiale française s'est dans un premier temps restructurée entre Aérospatiale et Matra, donc public-privé franco-français, puis dans la fusion avec CASA, l'espagnol et Daimler-Benz l'allemand. Au résultat, on s'aperçoit, d'après le rapport de la Cour des comptes, c'est le rapport de la Cour des comptes qui le dit, que par 2 reprises, l'État français n'a pas correctement défendu les intérêts de la France. Donc, dans la fusion public-privé, la part du public a été sous-estimée par rapport à la part de Matra, et ensuite dans la fusion espagnole-France-Allemagne, la part de la France a été sous-estimée par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, avec les restructurations de ADS, donc qui s'appelle maintenant Airbus, on a vu que l'Allemagne a pris le contrôle. A pris le contrôle de l'industrie de défense aéronautique européenne, et donc en fait elle a volé l'industrie de défense française, elle a pris le contrôle, c'est les Allemands qui commandent, y compris dans les domaines qui relèvent de notre souveraineté exclusive, c'est-à-dire en particulier le nucléaire, puisque dans le groupe Airbus, il y a le satellite MUSIS, qui est un satellite d'observation franco-français qui relève de la souveraineté exclusive, et ainsi que le missile M51, qui est le futur missile tiré de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc dissuadant nucléaire, souveraineté exclusive. Bah, à l'évidence, il va se passer la même chose pour Nexter. On aurait annoncé une privatisation du GIAT, tout le monde aurait voulu, parce que le GIAT, on sait ce que c'est, mais ils ont changé le nom avant, de façon à ce que ça passe plus furtivement. Hein. Nexter, ça ressemble à une série américaine, privatisation de Nexter, tout le monde s'en fout. Donc maintenant, fusion avec KMW, eh bien, on connaît la suite. La suite, c'est que les Allemands vont prendre le contrôle et vont commander. Et puis, nous n'aurons plus d'outils industriels de défense. Enfin, c'est le chemin en tout cas, si ça continue comme ça. Et concernant le futur fusil d'assaut, tu penses que ça relève du même abandon. Si on veut maintenir une industrie de défense, on s'en donne les moyens, point. Même si ça coûte un peu plus cher. Bon, merci beaucoup Régis pour cette interview. Bah, le connard là, DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.